Merci à Susana Pinto, dont indépendamment le contenu de son exposé, vous avez pu apprécier la belle prononciation d'anglais et aussi une application du plurilinguisme appliqué. Muchas gracias. Çok teşekkür ederim. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, je prie les trois intervenants de tout à l'heure de se joindre à nous parce que nous avons là quelques minutes pour un débat. Le public n'a pas eu beaucoup d'occasion aujourd'hui de participer au débat. Le matin, on était très chargés. Alors là, on aura 15 bonnes minutes ou un peu plus peut-être pour le débat. Attendez, installez-vous. Ah oui, c'est gentil. Madame Ambertou. Bon. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je prie les intervenants d'annoncer leur nom, c'est toujours plus sympathique pour qu'on se connaisse. Alors, je m'appelle Vincent Doumeyrou, je ne suis pas universitaire, je suis journaliste. J'ai écrit un article contre l'anglicisation des universités aux Pays-Bas dans le Monde diplomatique il y a déjà 4 ans, mais malheureusement, c'est toujours d'actualité, donc, parce que c'est de très long terme. J'avais quelques questions à poser aux intervenants de cet après-midi. D'une part, à Freiburg-im-Breisgau, je suis moi-même germaniste et je pense qu'un élément important dans le déclin un petit peu du français, c'est que Freiburg en plus est très proche de la frontière française. Donc c'est vraiment, je crois, vraiment 20 minutes de voiture ou de train. Et donc là, il y a vraiment une proximité. Donc autant on pourrait comprendre qu'un étudiant qui est à Francfort-sur-l'Oder, par exemple, c'est-à-dire à la frontière avec la Pologne, ne soit pas intéressé par l'apprentissage du français. Autant là, c'est quand même d'autant plus grave. Et j'ai une amie qui est à l'Institut français de Brême et qui coordonne l'enseignement du français en Basse-Saxe, en Niedersachsen et en Bremen, puisque Bremen est un land, ville-État et hanséatique, et qui est un peu catastrophé. Et l'espagnol a également dépassé le français en Niedersachsen, en Basse-Saxe. Et en second point, je voudrais poser des questions à la personne des Géorgies, qui sont plus des questions de curiosité. Je voudrais savoir quelle est l'influence du russe aujourd'hui. Donc évidemment, on sait que l'Union soviétique, évidemment, la langue était le russe et la Géorgie faisait partie de l'Union soviétique et est devenue indépendante assez violemment en 1991. Donc je voulais savoir si chez les jeunes générations, on revenait un petit peu au russe, puisque j'ai entendu dire que c'était un petit peu le cas dans certains pays d'Europe de l'Est, ou est-ce qu'il y avait un rejet par rapport à la période soviétique? Merci. Isabelle, vous voulez... Quelle était la question en fait? Ah, ça marche. Mais il y a ça aussi que ça marche aussi. Je crois. Enfin bon, quand vous voulez. Un constat, oui. Vous m'entendez comme ça? Non? Là, comme ça? Oui. Le constat, oui. Moi, ça fait 6 ans que je suis à Fribourg et je connais la Basse-Saxe. J'ai été professeur à Brême aussi. J'ai fait un petit peu toute l'Allemagne. Et en arrivant à Fribourg, je me disais, chouette, super, il va y avoir un lobby pour le français, et j'ai déchanté. L'action politique est grande, c'est-à-dire quand il y a une décision politique de prise au niveau gouvernemental du Land, au niveau du ministère de l'Éducation et de la Recherche, eh bien, en faveur du français, c'est bon, ça marche, contre le français, ça ne marche plus. Il y a eu des gouvernements de la CDU jusqu'à il y a, je ne sais plus trop les dates, mais on va dire 6-7 ans justement, où il y avait la politique de le français le long du Rhin. Ce qui paraissait bien, la langue du voisin, on enseigne le français à l'école primaire, en pensant qu'il y aura la suite après, collège, lycée. Puis changement de gouvernement, cette ligne est restée, mais on sent aussi, donc nous, ça veut dire on est en lien avec les enseignants du terrain, qui nous remontent des infos, puis on voit bien quand on suit nos étudiants qui sont en stage, c'est que les parents pensent qu'il faut que leurs enfants apprennent l'anglais dès l'école primaire, qu'on soit voisin de la France ou pas. C'est dans les têtes et donc c'est très difficile de lutter contre. Et puis
les professeurs de lycée qui enseignent, j'ai des cas très concrets, à la frontière, par exemple à Brizac, il y a un côté c'est français, Brizac, et de l'autre côté c'est Brizac, il y a un lycée. Des collègues m'ont raconté, donc des profs de lycée me disent, on a des élèves qui viennent de France, qui sont allemands, qui habitent avec leurs parents du côté français parce que économiquement c'est plus avantageux de construire du côté français. On envoie quand même les enfants au collège et au lycée en Allemagne. Et le professeur de français demande, donc tu habites en France, tu parles français à la maison, tu as des copains, non. Non. Il y a des quartiers apparemment germanophones, ils restent entre eux, les enfants vont en Allemagne. Et non, c'est très décevant. On pense que la proximité favorise, ce n'est pas le cas. On a une doctorante d'ailleurs qui va faire sa soutenance de thèse mardi prochain, qui a écrit, donc dans mon département, qui a écrit sa thèse sur la didactique frontalière, didactique frontalière. Oui. Bon, donc c'est un constat. Voilà. On passe la parole à Madame Gachet-Zilat. Ah oui, c'est ça. Donc il y a un Taurus, donc il peut sur dire le russe, c'est autre chose. qu'il y a des générations qui parlent très bien russe. Le russe, la mienne par exemple, la nôtre, nous parlons russe, mais la nouvelle génération, pas plus. Mais on l'enseigne à l'école. On enseigne à l'école russe à côté des autres langues européennes. Sur l'exemple de notre université, je peux dire que l'intérêt pour le russe ou le français, pour l'Allemagne, est presque le même. L'anglais est en position très très dominante. Donc, merci. Merci. Madame Berthoud. Madame et après vous. Merci. J'aimerais m'adresser aux deux derniers intervenants sur la recherche et vous remercier de vos interventions tout à fait intéressantes. Et tout d'abord m'adresser à Monsieur Gavlita. Je pense qu'on peut tout à fait être d'accord avec votre diagnostic, qui est tout à fait important et intéressant. Mais c'est sur la position à avoir par rapport à ce diagnostic où je serais moins d'accord. C'est cette position de combat ou de revendication, parce que je crois qu'on perd beaucoup d'énergie avec cette position. Et je pense qu'on aurait tout à gagner, nous, linguistes ou spécialistes de langue, à se battre pour être proactif plutôt que réactif et de proposer des solutions ou des alternatives, aussi modestes soient-elles, et de créer quelque chose qui soit pour l'avenir constructif. Alors je pense que l'intervention de Susana Pinto va dans ce sens, à mon avis, de proposer des actions possibles. Alors à un moment donné, il y a eu la phrase « Il faut revendiquer pour le portugais son statut de langue scientifique ». Alors là, je pense qu'on retombe un petit peu dans ce combat. Et je crois que là, ce que tu montrais, Susana, c'est des actions au niveau du rectorat, au niveau de la recherche. Et je pense que c'est plus dans les pratiques, de montrer qu'il y a des solutions pratiques que l'on va avancer. Et c'était simplement vous dire que j'ai trouvé tout à fait intéressant. Merci. Merci. Monsieur Gavlita d'abord, oui. Et Madame Pinto ensuite. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Vous m'entendez? Oui. Il y a une mécanique comme suit. Un professeur de l'université acquiert son prestige par sa recherche, pas par un enseignement élégant, amusant, plurilingue. Pour financer ses projets de recherche, le financement public ne suffit très souvent, ne suffit plus. Il faut avoir des investisseurs de l'extérieur. C'est très souvent l'industrie, les grandes entreprises mondiales. Ils demandent de l'anglais, des résultats de recherche en anglais, et pour ça,
le professeur ne veut pas travailler 2 fois comme ça. Il a la tendance de livrer son enseignement aussi en anglais. Des arguments intellectuels, des thèses intéressantes ne jouent pas dans ce jeu parce qu'il est trop dur. Et je vois peu de chances actuelles de convaincre le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il y a peut-être quelques individus qui comprennent le danger qui consiste en cette situation. Il faut absolument convaincre le monde universitaire qu'on distingue la langue de pensée, la langue créative, c'est nécessairement la langue maternelle, et la langue de communication mondiale. Dans ce champ, l'anglais a sa place. Dans la langue de la créativité, non. D'accord. Merci. Madame Pinto. Merci. Je n'ai pas sa position de combattre. Quand je dis qu'on doit se battre pour le portugais, c'était les acteurs dans les universités qui m'ont dit il faut qu'on lutter pour le portugais. C'était ils m'ont dit, et je pense que c'est une chose très forte que je voulais vous apporter, parce que le mot lutar, c'est un mot très fort en portugais. Ça veut dire qu'on doit faire de tout ce qu'on peut. What I believe is that in this multilingualisme stratégique, c'est que les différentes langues peuvent avoir des different roles depending on institutional needs, on institutional contexts, and on individual needs and competences. So I think that some people tell me, well, you are a little bit utopical, you are dreaming. But I think that this is possible, that different languages can have in our universities different roles according to what we want. If I want Portuguese teachers to know about my research, I must write in Portuguese because they are not going, I'm a researcher in education. And my main problem nowadays is that I must write articles in English because I'm being assessed and I want a place in my university, of course. And at the same time, the teachers who are at schools do not know what I do and cannot take the results of research to change their practices, and that's what I want them to do. So I think that I can use Portuguese in different contexts to reach them, and I can use English to reach what I need to keep my place. And I can use French when I'm here, and I can use French for, if I write an article that I want to publish with some people that I'm working on different projects or in Allemand. So I believe in this multilingualisme stratégique. C'est ce que je pense. Attendez, madame et après monsieur. Si on a le temps, monsieur, si on a le temps. J'ai 2 questions et puis on verra. Merci. Je pense que c'est moi madame d'abord et puis ensuite vous, monsieur. Non, devant vous. Vous aviez demandé la parole. Excusez-moi, oui. Vous aviez demandé la parole. Oui, absolument. Je voulais juste. Madame d'abord, ensuite le monsieur qui est derrière vous. Pardon. Souligner que je partage tout à fait votre avis de ce multilinguisme. Et juste un exemple, depuis plusieurs années... C'est une question qui s'adresse... Non, ce n'est pas vraiment une question, c'est juste une petite information. Pour une fois, je ne vais pas poser une question. Signaler, la question serait, est-ce qu'on pourrait multiplier le type d'action que nous avons mené au GLAD, groupe de linguistique appliqué aux télécommunications. Nous avons un colloque international tous les 2 ans. Les langues de communication sont le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Et réellement, nous avons eu des communications dans ces 4 langues.
pour l'instant pas encore en allemand, mais nous invitons évidemment les chercheurs allemands à le faire. Le diaporama est en anglais, voilà. Et c'est vraiment un multilinguisme qui fonctionne. Donc, pourquoi ne pas développer multilinguisme stratégique. Bon, monsieur, s'il vous plaît, il avait demandé la parole, et puis ça sera la dernière question parce qu'on est à l'heure pour notre pause. Oui, merci beaucoup. Moi, je vais revenir sur un constat qui a été fait et qui est bien évidemment général, que ce soit en rapport avec le portugais sur son sol, que ce soit en rapport avec le français ici en France par rapport à la position qu'occupe l'anglais aujourd'hui. C'est pour moi un constat malheureux en tant que membre d'un pays francophone, bien évidemment. Je pars du principe que quand on perd un bout de sa langue, on perd bien évidemment un bout de soi-même. En développant certaines interventions hier, on disait qu'il y a eu des masters de biologie uniquement en anglais, il y a eu des masters de médecine uniquement en anglais, à Grenoble ou ailleurs en France. Le paradoxe que je trouve là-bas, c'est que comment à la fois à travers la francophonie, on voit la France mobiliser beaucoup de fonds pour diffuser la langue française, mais en même temps, on remobilise encore des fonds pour empêcher que cette langue ne soit diffusée sur son propre sol. Pourquoi ces paradoxes un tout petit peu, pour moi, pourquoi ces types de paradoxes? Merci. Madame Julien, qui n'a pas eu pris la parole jusqu'ici, peut prendre la parole en dernière. Non, mais c'est un paradoxe, vous avez raison, effectivement, donc, parce que la francophonie, c'est très important. C'est vrai qu'on investit beaucoup dans la francophonie. Et c'est vrai que pour nous qui enseignons, vous êtes francophone, moi j'enseigne le français en Italie, c'est assez surprenant de voir que la France, en fin de compte, ne nous aide pas pour diffuser notre langue, parce que même en Italie, les institutions françaises sont peu présentes et quand il y a parfois des réunions, j'ai assisté à une réunion de Campus France à Rome, donc les universités françaises venaient proposer leurs services en Italie, donc aux universités italiennes, et donc ceux qui venaient de France et ceux qui participaient étaient de façon des Italiens parfois, mais parlaient tous français. Nous étions en Italie à Rome, la langue a été l'anglais. La langue proposée comme langue a été l'anglais. Alors il y a une collègue, je crois que c'était de Paris Diderot, qui s'y opposait en disant non, je regrette, moi je vais parler en français, mais les autres se sont soumis à cette imposition qui était assez surprenante. Parce que les deux langues que tout le monde parlait, enfin tout le monde parlait français et beaucoup parlaient l'italien, mais ça a été l'anglais. Donc on arrive à ce genre de contradiction et je comprends très bien ce que vous dites. C'est paradoxal, effectivement. Oui. D'accord. Je vous remercie tous pour votre collaboration. Donc on fait une petite pause café pour reprendre la séance de clôture à 17h pile.